Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, c'est la dernière édition de la semaine et peut-être la meilleure, ça dépend de nos 4 invités, mais ils sont au taquet pour nous parler des 4 sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Nous reviendrons sur le passage de Jean-Luc Mélenchon hier dans l'émission politique. Le leader de la France Insoumise a encore gravi un palier dans la pugnacité ou l'agressivité, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter. Nous en parlerons, nous parlerons aussi d'une étude publiée ce matin dans le Figaro et que l'on doit au Pew Research Center, qui est un think tank américain. Cette étude nous dit qu'en 2050, il y aurait entre 17 et 18% de Français qui seraient musulmans, contre 8% et quelques aujourd'hui. Quel est l'impact d'une telle mesure? Est-ce que la classe politique en prend véritablement conscience? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi des électeurs de droite à l'occasion d'un sondage publié ce week-end dans le Figaro Magazine. Les électeurs de droite sont-ils contradictoires? D'un côté, dans leurs attentes, ils montrent clairement leur positionnement sur des sujets régaliens et en même temps, comme on dit à l'Élysée, ils verraient d'un assez bon œil des listes communes entre les Républicains et La République En Marche. Et puis nous parlerons des bitcoins. Nous allons vous expliquer comment faire fortune facilement. Ne zappez pas. Non, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe avec cette monnaie virtuelle dont la valeur s'est envolée. Est-ce dangereux? Est-ce inquiétant? Est-ce une nouvelle bulle? Nous allons en parler avec nos 4 invités. Bonsoir Bertie Bayard. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au service économie et entreprise du Figaro, les célèbres pages Saumon. À vos côtés, Laurent Bouvet, politologue, universitaire, essayiste. Vous enseignez à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. À l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, excusez-moi. Mes fiches ne sont pas à jour. Pas Merci de l'avoir corrigé. Mais vous êtes bien l'auteur de La gauche zombie, voilà. Chronique d'une malédiction politique. Bon, là, cette fois-ci, j'ai bon. Enfin, bonsoir Benjamin Grange. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting. Votre spécialité, c'est la communication numérique, les stratégies d'influence, en particulier sur Internet. Et Hervé Nathan nous a aussi rejoint. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne et votre hebdomadaire publie cette semaine un dossier de couverture sur les nouveaux censeurs. Je vous propose de commencer par revenir sur la prestation remarquée de Jean-Luc Mélenchon chez nos confrères de France 2 hier, avec un ton qui était clairement offensif, voire un peu plus. Au cas où vous auriez raté l'épisode précédent, en voici le meilleur. Je déteste cette société, Madame Salamé. Je hais ses valeurs, sa cupidité, la lutte de tout le monde contre chacun, la dureté, la cruauté à l'égard des autres. Ça y est, vous avez fini? Il y en a un qui veut en rajouter encore? Dans 5 minutes, vous êtes tous les deux par terre. Merkel, elle aussi, elle a fait la maline. Elle a tout serré. Et bravo, les excédents. La mentalité de rentier. Et je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. C'est méprisant. Parce que j'en ai par-dessus. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de leur. Oui, madame, j'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh, comme c'est Mélenchon, Venezuela. Et alors vous me sortez tantôt celle-là, tantôt un autre. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Allez faire votre propagande à l'ambassade. Bien. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, je range mes papiers. Voilà, bien sûr. Elle ne truque pas les déclarations des autres, comme vous l'avez fait. Très bien, ok. Alors, quand vous considérez, par exemple, bah oui, mais de toute façon, si la salle est comme ça, quand vous considérez, quelquefois... c'est plus dur, hein, quand on fait pas ce qu'on veut. On va peut-être retrouver le sourire, s'il vous comme plaît. vous l'avez toujours été à mon égard. Pourquoi j'ai toujours été Parce que je vous connais, on se connaît depuis la Saint-Glinglin. On arrête. Encore une intervention et puis le sondage. Bon, c'est connu au PS, alors quand même, ça fait des liens. Mais arrêtez de dire qu'on s'est connus. J'étais journaliste suivant le PS, bah oui, pas au mais c'est comme PS. ça, Tous les journalistes, on a le droit. Merci à Charlotte Darche qui a monté les meilleurs extraits de l'émission. Laurent Bouvet, on est encore dans le débat politique là, parce qu'en fait on ne discute plus avec l'autre, on le disqualifie, ça tient plus du combat de boxe que d'une émission classique de politique. Oui, ce qui m'a frappé, j'ai regardé l'émission hier en direct, ce qui m'a frappé, je me suis demandé en fait, est-ce qu'il joue ? Est-ce que c'est une mise en scène? Il avait un peu théorisé le bruit et la fureur, vous vous souvenez, c'était son expression quand il s'en prenait, notamment dans la campagne de 2012, aux journalistes de manière assez vive. Hein, il avait été très dur. C'était comme une stratégie. Et je me suis demandé si hier soir, il revenait à cette stratégie, éventuellement pour quelle raison, on pourra en dire un peu plus, ou alors s'il se laissait emporter par son
par ce qu'il est, par son tempérament, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas un certain nombre de contradictions, de sujets, il veut choisir, il met en scène, il savait qu'il avait un plateau à sa main, parce qu'il y avait ses invités, les gens qui étaient là. Qui applaudissaient derrière. Bon, le problème, c'est que moi, je trouve ça dommage, parce que c'est certainement quelqu'un qui a un rôle à jouer, il a sa place dans le paysage politique, c'est quelqu'un qui est un très très bon politique, qui est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, je pense qu'il pourrait avoir un autre rôle. Là, pour moi, il s'est réenfermé, mais de manière là, à double tour, dans un coin, parce qu'il se fait applaudir par ses troupes, par ses disciples, mais qui est-ce qu'il va convaincre en s'humiliant soi-même d'une certaine manière, en méprisant comme ça Laurence Debré qui est venue, qui venait témoigner. Alors elle, bien sûr, elle a une histoire, etc. Et c'est pas toujours dit. Dans cette émission, il y a toujours un peu un problème avec les invités du public. Hein. On a vu dans d'autres émissions auparavant des jeunes femmes qui arrivaient, qui étaient finalement, proches d'associations, proches des frères musulmans, etc., et qui étaient présentées comme enseignantes, etc. Donc il y a toujours un petit problème sur la présentation. Ça, c'est peut-être quelque chose à améliorer pour France 2. Mais je trouve qu'il ne se rend pas service. Voilà. Oui, mais est-ce que... Moi, je vais vous dire, ça m'a fait un peu peur, en fait. Je me suis dit, le débat politique n'y gagne pas. J'ai trouvé presque inquiétante cette violence. Vous avez vu l'émission, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Alors moi, je vais être très honnête avec vous. J'ai regardé le début de l'émission, parce que j'ai un intérêt, effectivement, pour la chose politique en général. Je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Je me suis arrêtée relativement vite, parce qu'effectivement, il y a une série de gesticulations, de vociférations que je trouve extrêmement désagréables. Et effectivement, on n'est plus du tout dans le débat politique. Là. Du fond, il ne reste absolument rien. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Je mets au défi quiconque d'avoir retenu une idée forte de Jean-Luc Mélenchon hier. Pas une. Il se décède. Et en préparation de cette émission, j'ai un petit peu regardé ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux, etc. Je n'ai pas trouvé un tweet, une idée sur le fond du programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est que, effectivement, des emportements, des batailles, des vociférations, et puis ce comportement de victimisation. Enfin, pour ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, on a cette victimisation du leader de la France Insoumise sur le thème. Il était entouré par des médias qui lui étaient hostiles, etc. Mais ça, c'est la stratégie de Trump, Hervé Nathan, non ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'essaie plus de discuter rationnellement des arguments de l'autre, on le disqualifie en disant « vous êtes vendu au Parti Socialiste pour une journaliste, vous faites la propagande des États-Unis pour quelqu'un ». Et en fait, peut-être que ça peut marcher, parce que les gens disent « ah ben oui, c'est vrai, de toute façon, et c'est tous des menteurs, les journalistes ». D'abord, il y a des choses vis-à-vis des journalistes, il avait déjà expliqué, c'était en 2014, une longue interview à Charles, qu'il avait décidé de prendre les journalistes comme punching ball pour effectivement montrer qu'il y avait, comme porte-voix. C'est une manière de se poser en disant, moi je ne suis pas comme les autres, je ne marche pas dans le système et je me confronte avec les journalistes que je considère comme des adversaires de la même façon que je considère que j'ai des adversaires en politique. C'est ce qu'il a signifié très clairement à chacun d'entre eux. L'anglais, ça devient proverbial, puisqu'à chaque fois c'est un peu le même cinéma, c'est pour ceux qui suivent. Le duo avec l'anglais, ça va bientôt être un numéro de duettiste humoriste. Hein, donc, mais sincèrement, moi, ce que je ressens, comme ça, presque intuitivement, mais quand même un peu de façon analytique, c'est que c'est aussi le témoignage d'un moment difficile pour Jean-Luc Mélenchon. On est 6 mois après l'élection du chef de l'État. Sa stratégie de confrontation sociale sur le terrain social a été un échec. Il a essayé de faire porter ça il dit que c'est la faute de la division syndicale, mais c'est aussi un peu son aveuglement. C'est lui qui annonce on va être 1 million sur les Champs-Élysées. Et il n'y a personne sur les Champs-Élysées. C'est quand même pas la CGT ni Force ouvrière qui avait fait ce pari-là. Et de sa manière, il a du mal à endosser. Et de l'autre côté, là où le débat butait, c'est le fait que la France Insoumise, elle n'a rien élaboré, en tout cas officiellement, depuis son projet présidentiel. Il n'y a rien de neuf à offrir. D'une certaine manière, quand il discute, il dit regardez le message politique de la France Insoumise, c'est le projet que j'avais au présidentiel, j'ai rien d'autre à montrer. Il en fait référence à chaque fois, il n'y a pas d'avancée. Donc il bute un peu sur. Et il dit en même temps je ne peux pas aller plus loin, puisque c'est un mouvement, ce n'est pas un parti, etc. Donc on ressentait toutes les contradictions personnelles
de Jean-Luc Mélenchon, et toutes les quatre contradictions de la France insoumise sont apparues. Bon, avec, il faut le dire, des journalistes qui n'ont pas fait de cadeau vraiment non plus, parce que c'est vrai que faire Obono plus Venezuela, bon, Obono je comprends parce que c'est un truc, c'est la laïcité une question importante. Franchement, moi je donne un peu raison à Jean-Luc Mélenchon. Le Venezuela, non mais attendez, le Venezuela, on lui pose la question comme on posait la question aux communistes de leur relation à l'URSS dans les années 50. Bah, c'est normal, non ? Oui, sauf que le Venezuela, vous avez vu, c'est pas l'Union soviétique. Vous avez remarqué que les chars vénézuéliens ne sont pas à 48 heures du Rhin. Ça vous dit quelque chose peut-être, vous qui avez connu comme moi cette époque où on disait oui, il y a un vrai danger à l'Est, parce qu'il y avait effectivement potentiellement un danger à l'Est. Il n'y a pas de danger vénézuélien pour les Français. C'est très très loin de la scène politique française. On peut dire que c'est une question de principe, d'accord, mais franchement, voilà. Or, bon, Obono, la divergence avec Obono, il y a un vrai problème politique, parce que c'est la laïcité française, ça touche les champs. Mais voilà, je ne veux pas non plus... Ouais. Merwan Meadji du Figaro.fr nous a rejoint. Bonsoir Merwan. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux de cette prestation mélenchoniste ? Eh bien, sensiblement la même chose que ce qu'on vient d'entendre de nos trois invités. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Laurent Bouvet, c'est un peu la même chose. Dans la majorité, les internautes trouvent que Jean-Luc Mélenchon est trop agressif. On a notamment sur le Figaro.fr Georges Abitbol qui nous dit « Il avait indéniablement fait une bonne campagne présidentielle, mais depuis, c'est la descente aux enfers. Pendant l'émission, c'était condescendance, à mépris à l'égard des contradicteurs. » Zéro Pointé qui nous dit le retour. J'ai zappé quelques minutes. Mélenchon est bon seulement quand il s'agit de vociférer en faisant de grands gestes. Quand il faut rester calme et poli, par contre. Sous-X qui nous dit cet homme me fait peur par la manière qu'il a traité ses contradicteurs, insultes et caricatures. À quoi ça ressemblera s'il devient président un jour ? Qui sait ? Peter R qui nous dit je trouve qu'il en a mis plein la tête aux journalistes et ça m'a bien plu, d'accord. Mais que venait faire le Venezuela dans le débat ? Sur Twitter, on pense sensiblement la même chose, notamment pour le Venezuela, en dehors du lapsus que Mélenchon avait fait avec Daniel Obono, qu'il qualifiait d'antiraciste et d'antisémite. C'est ce qui ressortait le plus sur Twitter. L'émission politique, le hashtag émission politique était l'un des hashtags les plus commentés hier soir. Et on avait notamment le journaliste Thomas Vampouille qui nous disait il n'y a quasiment pas un Français qui ait une idée précise de ce qui se passe au Venezuela. Et l'émission politique juge utile d'en faire encore une de ses principales séquences avec Mélenchon. Et on a également la directrice du Bondi Blog, Nassir El Mouadem, qui dit « Quoi que l'on pense de Mélenchon, France 2 est prise dans son propre piège de vouloir parler du Venezuela pour faire le spectacle. Oui, cela mérite bien plus que 10 minutes de clash. Rien n'en ressort, zéro pointé. Et dans tous les tweets qu'on pouvait voir, on parlait surtout de la forme et jamais du fond. » Aude Lancelin, journaliste aussi, qui nous dit « Léa Salamé sur Mélenchon, vous avez l'impression que c'est l'idiot utile, Pascal Bruckner, plutôt une potiche talentueuse. Léa Salamé, vous en pensez quoi, Bernard Kouchner, la télé publique en 2017 ?» Et enfin, l'Antoine Léaumont qui nous dit, chez France 2 avant l'émission, on reçoit qui ce soir déjà ? Mélenchon, je vous laisse voir l'image. Cool, on va pouvoir faire n'importe quoi, ça va être bien. Haha, tiens, regarde le visuel que j'ai fait. Ah, excellent, on mettra ça dès le début pour mettre une ambiance. Merci Merwan. Je voudrais juste rappeler quelque chose avant, c'est que la plupart des réactions sur Twitter en fait sont des journalistes. Sous notre article, il y avait 600 commentaires, mais même nos internautes disent en fait on n'a pas regardé l'émission, on en parle maintenant qu'on voit les extraits. Et pour rappeler, l'émission politique est arrivée 4e hier dans les audiences derrière TF1, derrière M6, mais aussi derrière France 3 et Un Village Français. Oui, il n'a pas... Juste ça, j'ai eu connaissance des chiffres d'audience ce matin, c'est pas étonnant parce que, en fait, cette émission qui le servait dans la période avant la présidentielle, où il faisait des bons scores, c'était la même chose pour Marine Le Pen, qui avait fait un mauvais score, qui a fait l'émission depuis la présidentielle et qui a fait aussi un mauvais score. Ce sont des gens qui étaient servis par cette émission, qui était une émission où justement il y avait un peu de spectacle politique, une mise en scène avec différents moments, etc. Et aujourd'hui, ils sont desservis parce qu'on est dans une période où on a besoin de structurer une opposition au président, à la majorité, etc. Or là, on a vu, en dehors du cas du Venezuela, et ça a été dit de Daniel Obono que je laisse de côté, même par rapport à la jeune chef d'entreprise, on voyait que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas dialoguer avec elle. Alors là, c'est pas qu'il l'a rejetée par mépris, comme avec Laurence Debré sur le Venezuela, c'est qu'en fait, lui partait de généralité, il était sur son programme présidentiel, elle donnait une expérience, et on voyait bien sur la réforme du Code du travail sur les prud'hommes notamment. Elle avait les indemnités aux prud'hommes. Elle avait eu une expérience justement qu'elle racontait aux prud'hommes. Et on voyait qu'il n'y avait pas de dialogue possible parce qu'il est pas dans le bon tempo. Il est encore, ce que vous disiez au début, sur la présidentielle. Donc là, cette émission-là,
arrive comme quelque chose qui vient à la fois trop tard ou trop tôt par rapport à une éventuelle autre candidature, un autre moment politique. Pas dans la bonne séquence. Et donc, toutes ces séquences étaient un peu étranges, c'est-à-dire qu'il y a les contradictions au Bono, il y a le Venezuela qui lui revient dessus, alors que bon, il avait parlé d'alliance bolivarienne, etc. Mais enfin, ça fait plus partie effectivement du débat politique aujourd'hui. Il n'était pas à l'aise sur le fond, il répétait à François Langlais ses propositions de campagne. Enfin, on voyait que finalement, on ne savait pas pourquoi il était là. D'ailleurs, en fait. Benjamin Grange, nos amis de l'Institut de sondage Odoxa ont fait un sondage sur Mélenchon, sur la façon dont il est ressenti, et ce n'est pas très très bon. C'est un triste automne pour Jean-Luc Mélenchon, et donc le sondage que l'on a fait il y a une semaine corrobore ou prépare finalement tout ce que l'on a vu hier, cette émission ne changeant pas grand-chose. Jean-Luc Mélenchon, en 2 mois, a chuté de 6 points. C'est désormais 63% des Français qui ont désormais une mauvaise image de Jean-Luc Mélenchon. Et parmi les items qui sont les plus ressortis, il y en a 69% qui considèrent qu'il est agressif et 68% qu'il joue trop perso. Et évidemment, ce qu'on lui reproche derrière, c'est 2 choses. C'est évidemment la manière dont il ne s'est pas opposé aux premières réformes Macron. Ça, on le sait bien. D'ailleurs, il l'a reconnu. Il a dit que c'était une erreur derrière, mais en tout cas, il a reconnu qu'il n'y était pas arrivé. Et puis il y a aussi, peut-être en petite musique, la manière dont... les Français ont été très choqués par toutes les histoires autour des proches de Jean-Luc Mélenchon, l'histoire avec Simonet, l'histoire avec Garrido, et donc tout ça finalement, ça tâche sa vertu. Donc il reste le premier tribun, il reste l'opposant de Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps c'est un très triste automne et je ne pense pas que cette émission change grand-chose. Bon, écoutez, le voilà habillé pour l'hiver, donc on va peut-être le laisser un peu en paix, ce pauvre Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro publiait ce matin une étude d'un think tank américain qui s'appelle Pew Research Center sur la projection de ce que pourrait être le pourcentage de musulmans dans la population française en 2050. L'étude dit que ça pourrait être, en fonction de la politique d'immigration, entre 12,7 mais plus probablement 17,4 voire 18%, contre 8% et quelques aujourd'hui. C'est quand même un bouleversement assez majeur et pourtant ce sont des sujets qui sont assez peu traités. Laurent Bouvet, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Je sais que vous l'avez lu attentivement, cette étude. Oui, alors depuis très longtemps, je lis les différentes études du Pew Research Center. C'est des gens sérieux? Ce sont des gens très sérieux qui font des recherches, ce qu'on appelle longitudinales, sur beaucoup de sujets. Beaucoup d'argent, c'est un centre, ça fait partie de ces think tanks qui ne sont pas dans l'université, mais qui sont des centres de recherche très sérieux. Et ils ont un centre sur l'islam et l'évolution des populations musulmanes qui travaillent depuis des années. Donc c'est très très sérieux. Là, c'est leur grande enquête qui paraît, je crois, tous les 2 ou 3 ans, qui vient de se faire, donc, en focalisant sur l'évolution de la population en Europe à 2050, avec différents scénarios. Peut-être qu'on le voit sur les graphiques que vous montrez. Vous avez des scénarios à immigration zéro, vous avez des scénarios à ouverture moyenne, ou ouverture un peu plus élevée de l'immigration. En tout cas, dans tous les scénarios, une augmentation très importante dans tous les pays de la population de confession musulmane. Confession, culture, je laisse le débat de côté pour le moment. La question que ça pose au fond, c'est très intéressant parce que c'est d'abord celle que vous posez, qui est la première, c'est-à-dire que c'est un sujet dont on parle très peu dans le débat public. On en a peu parlé pendant la présidentielle, pour une raison conjoncturelle, c'est que les candidats qui auraient pu parler de cette question, à gauche, on peut penser à Manuel Valls, éliminé aux primaires, à droite, à François Fillon, c'est ce qui lui est arrivé, et de manière plus traditionnelle, Marine Le Pen, qui n'a pas fait campagne sur ces questions pour se consacrer plutôt à l'euro et à la question européenne. Donc, n'ont pas mis au centre de ce débat. Ceux qui auraient pu ou auraient dû le faire ne l'ont pas fait. Et les autres candidats évitaient cette question. Et ça a été les candidats qui en ont plutôt bénéficié, notamment Jean-Luc Mélenchon, évidemment, Emmanuel Macron. Donc, on a eu un débat tronqué, alors que c'est une préoccupation essentielle. Hier soir, dans l'émission de Jean-Luc Mélenchon, il y avait quelques éléments d'un sondage que présentait Brice Teinturier sur la laïcité menacée, par exemple. Ça, c'est quasiment 3/4 de nos concitoyens qui disent que la laïcité aujourd'hui est menacée en France, qu'elle est en danger, pas menacée, en danger, plus précisément, soyons précis. Donc, il y a des préoccupations très importantes. Et le deuxième élément, très rapidement, c'est que, en fait, ça pose...
on parle toujours des nouveaux clivages, de la recomposition politique, mais là, on a des nouveaux clivages. On a une réponse à cette montée potentielle, ce qui va arriver, démographique, migratoire, de la population de culture ou de confession musulmane. Première réponse, la réponse des populismes d'extrême droite, notamment en France du Front National, des populismes identitaires, comme on dit aujourd'hui, qui sont situés à droite ou à l'extrême droite en Europe. Il y en a de différentes sortes qui existent en Europe. Leur réponse, c'est de dire, c'est fini. Il y a une civilisation européenne qui est chrétienne, qui vient de loin, etc. Il faut la défendre. On est dans un choc des civilisations. On refuse l'islamisation. Ça, c'est une réponse. En face, il y a une réponse qui est la réponse européenne, classique, celle du président Macron, celle d'un certain nombre de chefs d'État, etc., qui est de dire, c'est pas finalement un problème. Il faut qu'on ait une zone de croissance suffisante et on peut accueillir, non pas tous les migrants évidemment, non pas toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard, mais enfin on peut accueillir notre part et ça va se passer. Le Paris d'Angela Merkel, il y a 2 ans, etc. Et il y a une réponse qui existe, mais qui est moins présente, et qui est un enjeu fondamental, c'est-à-dire que ces gens qu'on va accueillir, qui viennent d'ailleurs... Qu'est-ce qu'on va leur demander? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Est-ce qu'on les laisse venir la parole, Laurent Bouvet. Comme ils sont, pardon, je finis juste là-dessus, ou alors est-ce qu'on dit... On les laisse entrer, on laisse... nous sommes un continent ouvert, des pays ouverts, mais à ce moment-là, il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles, de principes. Voilà. Qu'on appelle l'intégration ou l'assimilation. Est-ce qu'il y a une forme de peur de la classe politique, hormis effectivement Marine Le Pen, de parler de ce sujet? Alors que c'est quand même un bouleversement considérable. Alors, d'abord, je n'ai pas pu aller voir en détail, j'ai lu l'article du Figaro. Je trouve moi je suis assez d'accord, c'est quand même le débat au fond que les politiques évitent. Et d'ailleurs, même au fond, quand on regarde ce que dit le Front National, il crie beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Hein. Quand on regarde le travail qu'ils font, ils ont bien compris que plus c'était caricatural et moins c'était approfondi, mieux ça marchait dans l'électorat. Je voulais dire 3 choses. La première, c'est que si on comprend bien, d'abord, ça tord un peu le coup au grand remplacement, c'est-à-dire qu'en 2050, on est à 18% maximum. La deuxième chose, je veux dire, ce qui n'est pas dans le Pew Research... Le grand remplacement, c'est cette théorie qu'une population musulmane remplacerait à terme la population française dite de souche. D'accord. Maintenant, 17%, c'est aussi une part importante de la population. C'est pas une part négligeable. Ce serait pas. Moi, je ne crois pas aux communautés, mais si c'était une communauté, ce ne serait pas une petite communauté. Justement, est-ce que ça va être une communauté ou pas? Est-ce que c'est pas du tout dans les projections? Parce que ça veut dire, est-ce que les gens qui sont rentrés il y a 20 ans, ils seront encore des musulmans comme ils sont rentrés il y a 20 ans à l'horizon 2050, ou est-ce qu'ils ne seront pas tout simplement sécularisés, assimilés, etc., etc. D'abord naturellement, et deuxièmement par éventuellement une politique adaptée. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ça c'est un question. Troisièmement, il y a des choses qui sont dites, je n'ai pas vu quand on travaille le Pew Research, on prend par exemple les taux de fécondité. Alors ça fait très peur, ça c'est le grand épouvantail, le taux de fécondité. Donc on calcule un taux de fécondité, j'imagine que c'est sérieux, de 2,4 enfants par femme de culture ou de religion musulmane, contre 1,9 pour le reste de la population. D'abord, on sait, les démographes vous le disent, en général, il y a quand même une courbe. Quand on arrive dans un pays, en général, il y a une adaptation aux mœurs du pays et donc... ce qu'on appelle une transition démographique. Transition démographique. Il faut voir Emmanuel Todd. Et deuxièmement, là aussi, on a l'impression qu'on ne peut pas agir dessus. Or, la politique, elle agit. Nous avons une politique, je donne juste un exemple très précis. Nous avons une politique familiale qui est un compromis fait notamment avec les églises, notamment les églises catholiques, pour favoriser les familles nombreuses, notamment le 3e enfant. En vertu de quoi nous avons un effet maintenant, une politique qui a été faite il y a maintenant une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, sur laquelle il y avait un consensus. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'effectivement, nous favorisons les familles nombreuses, qui sont maintenant effectivement des familles donc avec des instruments et des subventions, c'est pas d'autre mot, qui viennent favoriser effectivement le fait qu'il n'y ait pas de transition démographique dans ces populations-là, alors qu'en fait, nous donnons, par exemple, nous subventionnons très peu le premier enfant, alors que nous savons que le problème démographique de la population actuelle de français, c'est de faire le premier enfant beaucoup trop tard. Donc la politique que nous menons est une politique qui accentue éventuellement, on peut la corriger, on peut très bien dire... Il faut arrêter de favoriser les familles nombreuses parce que ce sont les populations... Et favoriser le premier enfant, et favoriser la naissance du premier enfant le plus tôt possible chez les femmes actuelles, parce que par ailleurs, on sait que les problèmes de fécondité, il y a aussi des problèmes médicaux, les problèmes de fécondité que connaissent la population actuelle, c'est le fait qu'il y a un retard de plus en plus grand de la naissance du premier enfant. Je pense que je ne me trompe pas. Cette question, ce sont des choix de politique. C'est pas simplement contre le Front National, pour le Front National, est-ce qu'on est anti-immigré, anti-immigration, anti-musulman? Ce sont des choix de politique publique, ce que vient d'illustrer Hervé Nathan.
exactement la question. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Quel type d'immigration et quel type d'accueil? Et comment on assimile ou on intègre? Dans le choix des politiques publiques, dans les courbes qu'on a vues, il y a quelque chose de très intéressant sur le cas français par rapport au reste de l'Europe, c'est que dans le cas français, on n'a pas une grande différence entre le scénario médian et le scénario haut. Tout à fait, ça c'est peut-être le résultat de la politique. Oui, mais une politique, c'est par rapport au passé. C'est par rapport au passé, c'est-à-dire que comme on a déjà une population de confession ou de culture musulmane installée importante et un taux de fécondité relativement élevé, de toute façon, cette progression elle existera, qu'on ouvre davantage les portes ou pas. Ça veut dire aussi qu'il faut dédramatiser le sujet de l'ouverture des frontières françaises par rapport à d'autres. Deuxième raison, à mon avis... Il y a quand même une progression bien moindre. On le voit sur la courbe qu'on monte, 12% au lieu de 18%. Oui, non, je parle entre les deux scénarios. Oui, entre le scénario moyen et le scénario haut. Voilà. Deuxième sujet qui me paraît intéressant aussi pour relativiser, c'est de comparer avec d'autres pays européens. Effectivement, pour nous, il y a une vraie... voilà, on voit la position française aujourd'hui qui est assez élevée, entre guillemets, dans ce palmarès, si on peut appeler ça comme ça. On voit les pays du Nord, les pays scandinaves, qui vont avoir une modification de leur structure sociale qui sera beaucoup plus importante, je pense, en ressenti que pour nous. On sera quand même le pays d'Europe qui a, avec la communauté musulmane, la plus importante en pourcentage de la population, derrière la Suède. On arriverait en derrière la Suède, le scénario en Suède, c'est 30%, c'est un tiers de la population, s'il continue avec une politique d'ouverture de leurs frontières. Finlandais aussi, je crois, et particulièrement... Benjamin Grange. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que le chiffre et finalement cette étude donnent l'occasion de parler du sujet. Or, on voit bien que les politiques sont un peu dans une impasse parce qu'ils ont du mal à se positionner. Et quand on regarde les réseaux sociaux et la manière dont les Français en parlent, là encore, on retrouve le même casse-tête. C'est-à-dire, soit une position, soit finalement des extrêmes qui s'opposent, et d'ailleurs qui se tirent un peu dans les pattes, soit finalement une position où on aborde le sujet sans l'aborder. Bref, il y a beaucoup de pudeur, et finalement, c'est peut-être à travers le fait et l'étude que ce sujet, on va pouvoir en parler, de le mettre sur la table. Le sujet n'est pas forcément abordé en dynamique, mais j'ai l'impression qu'il est quand même dans le débat public sur la capacité de la société française à intégrer et notamment sur son degré d'exigence entre assimilation et inclusion, comme on dit aujourd'hui, à l'autre extrême. Oui, mais il n'est pas posé de manière, disons, comme une généralité, comme la politique qui généralise les enjeux. Il est posé avec des morceaux. Par exemple, on se focalise à un moment donné sur l'islamisme radical et la pression que l'islamisme radical fait peser à certains moments sur certains enjeux. On se focalise sur la crise des migrants. Au moment où il y a la crise des migrants, on dit attention, les migrants, etc. On se focalise sur un certain nombre de micro-sujets, mais sans jamais voir, comme disent nos amis anglo-saxons, the global picture, c'est-à-dire l'image générale, la vue générale. Or, c'est ça qui nous manque. Et c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est de nous montrer effectivement que c'est un mouvement qui n'est pas seulement, d'abord qui est en dynamique, et il faut réfléchir sur... Parce qu'on dit souvent que la démographie est la seule science humaine qui soit une science exacte, puisqu'on peut faire des prévisions assez crédibles. C'est faux, ça. En fait, ça c'est faux. Oui. Les projections démographiques, on sait qu'elles bougent. Celles qui sont faites, on était pas. Même le nombre de gens qui seront présents sur Terre, le nombre d'humains présents sur Terre dans 10, 15, 20 ans, c'est pas du tout exact. Parce que vous disiez les taux de fécondité évoluent. Mais en principe, les démographes rigoureux savent les anticiper. Et pour aller dans le sens de ce que je veux dire, c'est que sur la question de l'immigration, grosso modo, le seul débat qu'on ait, c'est on ferme pas à l'entrée. Voilà. Et le reste, c'est un peu incantatoire. Il faut exiger ceci, il faut exiger cela. Et en fait, nous avons des instruments de politique publique. C'est ce que je voulais souligner, soit sur la politique familiale, éventuellement sur la laïcité, il y a des possibilités. Enfin, nous avons à la fois un État, une administration et une démocratie qui sont là pour agir, pas simplement pour contempler les flux migratoires sur le territoire. Eh bien, rendez-vous en 2050 pour savoir si le Pew Research Center avait ou non raison et si la démographie est une science exacte, pour revenir au sujet qui nous opposait. En tout cas, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ce thème-là. Ce sont les électeurs de la droite et du centre. Nous les avons interviewés dans un sondage, Quentin Sofrès pour le Figaro Magazine de ce week-end. Les sympathisants LR et UDI, donc de la droite et du centre, mettent en premier et de très loin le thème de la maîtrise de l'immigration comme parmi ceux qui doivent être portés par la droite dans les années à venir, mettent aussi très haut la lutte contre la délinquance et l'insécurité. Donc on va dire des électeurs de droite qui sont assez à droite, et en même temps
qui ne sont pas opposés à des rapprochements avec La République En Marche. 45% des sympathisants LR et UDI sont ainsi favorables à une liste commune, ou à des listes communes, à une liste commune, pardon, En Marche, les Républicains, pour les élections européennes, suivant en cela l'idée suggérée par Alain Juppé. Est-ce que vous voyez là une contradiction, Hervé Nathan, entre des gens qui sont assez à droite et en même temps qui sont assez en marche? Les gens qui sont assez à droite remarquent que les gens En Marche font une politique de droite pour en grande partie. Par ailleurs, ils sont quand même, pour ce qui concerne les européennes, il y a une grande partie de la droite traditionnelle, des électeurs de la droite traditionnelle qui sont acquis à l'idée européenne, qui sont pas pour remettre qui suivront difficilement à leur Wauquiez, qui dit on va remettre en cause des traités et faire une Europe des 6. Il y a quand même une partie de cet électorat-là qui est disponible effectivement pour une espèce de grande masse, de grande liste centriste, écrasant à sa gauche et à sa droite, à sa gauche Mélenchon et le Parti socialiste surtout. Alors là, pour le coup, le casse-noisette est redoutable, oui, et ramenant Wauquiez, faisant refluer Wauquiez vers le Front National. Je pense que oui, il y a des gens qui seront disponibles pour ça. On remarque d'ailleurs que dans le dernier baromètre Kantar Sofres-Paul, Figaro Magazine, toujours ce week-end, c'est à droite que Emmanuel Macron progresse. Et il y a aujourd'hui un fossé entre sa popularité chez les sympathisants socialistes et chez les sympathisants des Républicains. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Merci Bayard. Non, effectivement, ce n'est pas très surprenant, en particulier sur le sujet des européennes. Il faut se souvenir aussi que pour ceux des électeurs de droite qui effectivement sont acquis à l'idée européenne, il y a ce souvenir de la présidentielle où quand même certains se sont fait très peur quand on voyait le paysage au moment de la présidentielle avec une quantité importante de candidats qui étaient prêts à remettre en cause la construction européenne telle qu'on l'a connue, qui étaient prêts à ne pas rembourser la dette et à provoquer une crise absolument majeure au niveau européen. Ça allait évidemment de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Benoît Hamon, qui lui aussi avait des idées assez arrêtées sur la question. Donc sur ce sujet européen, qui est un rapprochement d'idées entre la droite et Macron, ça me paraît logique. Et après, effectivement, dans ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, avec Édouard Philippe, ça aide à avoir des rapprochements. Enfin, dans la formulation de votre question, moi, je ne vois pas forcément où est la contradiction. J'en voyais une, Laurent Bouvet, parce que la maîtrise de l'immigration, c'est un sujet dont Emmanuel Macron ne parle absolument jamais. Mais apparemment, les électeurs de droite ne lui en tiennent pas grief. Mais parce que, en fait, ce sondage, illustre le problème de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'il va avoir une difficulté, quand il parle des sujets économiques européens, ça vient d'être évoqué, l'immense majorité des électeurs de droite sont des électeurs qu'on va appeler conservateurs, mais sur le plan conservatisme positif. C'est-à-dire qu'ils veulent garder l'Union européenne, ils ne veulent pas toucher. Il y a la question des retraités, la question de la sécurité des rémunérations, de ce qu'on appelle la rente, etc., qui est un enjeu considérable. Et puis quand il s'agit des valeurs, alors là au sens des valeurs familiales, culturelles, etc., on a... Identitaire même, ils disent qu'il faut préserver l'identité française. Voilà, identitaire, il y a deux choses, c'est toujours compliqué. Il y a les valeurs familiales, l'IVG, les droits des homosexuels, demain peut-être la GPA, etc., etc., toutes ces questions, l'euthanasie, etc. Et puis il y a les questions nationales, d'identité, de frontières, qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration, que sommes-nous, qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui, est-ce qu'il y a une identité chrétienne ou pas, etc., etc. Donc ces questions-là ne sont pas tout à fait traitées de la même manière. Et sur ces questions, en revanche, les mêmes électeurs qui veulent garder conserver le cadre européen, qui ont peur pour leur avenir, qui ont aussi ce que moi j'ai appelé avec d'autres l'insécurité culturelle, c'est-à-dire que leur peur par rapport à l'avenir, où ils veulent garder un cadre assez stable économiquement, surtout pas remettre en cause, que a très bien dit ma voisine tout à l'heure, le cadre actuel, parce qu'on ne sait pas on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on pourrait gagner, eh bien, ils ont très peur aussi qu'il y ait des modifications, dont on parlait juste avant avec la question de l'augmentation de la population musulmane. Et ça, c'est une contradiction, parce que, effectivement, il y a une partie qui n'est pas traitée par le centre-droit, par Emmanuel Macron. Or, là, Laurent Wauquiez devra gagner des électeurs sur le FN.
s'il veut s'appuyer sur ce genre de questions. Donc là, il va être dans une quadrature du cercle où il va avoir à garder une bonne partie de ses électeurs à sa gauche, au centre droit, et à conquérir une partie des électeurs du FN, comme l'avait fait par exemple Nicolas Sarkozy en 2007. Alors la question, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Comment peut s'en sortir Laurent Wauquiez? Écoutez les conseils que lui donne notre confrère Yvan Rioufol, chroniqueur au Figaro bien connu. C'était dans l'émission Les Décrypteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une radicalité. Et je crois que ceux qui se font entendre aujourd'hui sont... alors Wauquiez, naturellement, avec cette radicalité que je l'encourage à assumer, mais également Manuel Valls, qui également sort un petit peu de la léthargie du socialisme pour également s'affirmer dans des grands sujets identitaires ou civilisationnels qui ne sont pas abordés, qui ne seront pas abordés par le macronisme. Et je pense que l'avenir est à ce positionnement-là. Hervé Nathan, vous avez en commun avec Yvan Rioufol un goût pour les pulls en V Bordeaux, oui. Mais est-ce que sur les idées, vous êtes aussi d'accord avec lui? Je pense qu'il y a une tentation. Je suis pas sûr que les conseils de votre ami Rioufol soient les bons. Enfin, peut-être, je suis mal placé pour donner des conseils. Je pense que, par exemple, en termes de radicalité, par exemple, Manuel Valls, qui a fait une sortie tonitruante, qu'il a effectivement tiré un peu du fond du trou où il était depuis l'élection présidentielle puis législative, a dû quand même présenter quasiment ses excuses pour la manière dont il parlait du danger de l'islam pour la France, au lieu de parler de l'islamisme. Donc il faut faire attention à jamais se laisser déborder quand on fait... quand même, au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Comme je lui ai posé la question, je m'en souviens. Sa déclaration en Espagne, espagnol, oui. Il a dit qu'il y avait un problème avec les musulmans en France. Avec l'islam, les musulmans. Voilà, donc il y a un moment où on finit par déborder. Benjamin Grange. En fait, la vraie question, c'est quel est l'espace qui reste à Laurent Wauquiez. Quand on regarde en fait les réseaux sociaux, tous les thèmes sur lesquels finalement la droite est attendue sont des thèmes que traite Emmanuel Macron. Si on met de côté peut-être la politique familiale, qui est le point un peu de côté, mais sinon c'est tout. Et donc quand on regarde la manière dont les Français en parlent, et notamment les sympathisants dits de droite, on s'aperçoit qu'ils sont un peu perdus dans ces codes qui sont véritablement brouillés. Et surtout perdu parce que je dirais, le Premier ministre, il est quand même de droite, le ministre de l'Industrie. Il y a un mélange des genres qui fait que c'est difficile de retrouver ces petits. Et donc, finalement, ces sympathisants de droite, ils n'ont aucun grief qualitatif, en fait, vis-à-vis de Macron. Et donc, on retrouve finalement cette... Même sur l'islam, le multiculturalisme, l'immigration, sur ces questions-là. On va trouver sur des choses, sur la famille, évidemment. Oui, sur la famille, ça c'est sûr. Très net. On va trouver effectivement sur l'islam, en fait. Mais sur ce qui fait finalement la majeure partie des attendus de la droite, là-dessus, il n'y a pas tellement de critiques de la politique de Macron. Et sur le sujet de l'immigration, il y a eu une petite séquence récente d'Emmanuel Macron face à une jeune Marocaine de mémoire, qui je pense, a pu séduire une partie aussi. Voilà, quand il a dit, mais madame, vous n'êtes pas en danger chez vous, donc vous devriez peut-être rentrer au Maroc. Oui, ce qui est un discours tout à fait nouveau. Il essaye de colmater les brèches. C'est une capacité aussi, comme souvent avec lui, mais à dire les choses clairement. Ça trancherait au moins avec François Hollande. Voilà, avec François Hollande et Leonarda. Pas sa famille. Et maintenant, nous allons vous expliquer comment devenir riche, peut-être, avec le Bitcoin. Vous savez, cette monnaie virtuelle qui a été créée en 2011, sa valeur depuis lors par 30 000 et par 10 depuis le début de l'année. Petit sondage rapide, est-ce que autour de la table, certains d'entre vous ont acheté des Bitcoins ou en possèdent ? Et non, malheureusement. Non, apparemment non. Oui, parce qu'on accompagne parfois des sociétés qui font des levées de fonds en Bitcoin. Donc oui, on est familier, mais on n'est pas très nombreux. Bertie, ce qui est formidable quand on lit vos articles, c'est que tout le monde comprend l'économie. Alors, racontez-nous en 35 secondes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette monnaie, pourquoi ça atteint des sommets comme ça, et puis est-ce qu'il faut en acheter pour essayer de profiter de la hausse ? En 30 secondes, ok. En 30 secondes, 50, allez. Allez, soyons simples. Le Bitcoin, c'est donc une monnaie virtuelle qui a été créée par un algorithme. Alors, il y a énormément de mystères et de mystiques autour de ça. On ne sait pas exactement qui a créé l'algorithme, mais en tout cas, cet algorithme, il crée une monnaie que les gens peuvent acheter sur des sites spécialisés. Pourquoi est-ce que ça s'est emballé comme ça ? Il y a un effet de mode, il y a l'acceptation au fur et à mesure par différents sites, par différents producteurs de services ou de produits de cette monnaie comme effectivement une valeur d'échange. Donc à partir du moment où on est sur une valeur d'échange effective, ça prend un caractère monétaire quelque part et donc les gens veulent en avoir pour acheter, échanger, vendre des choses.
Et puis il y a un effet de rareté qui est en train d'arriver parce que cet algorithme qu'on a créé, on sait une chose de lui, c'est qu'à 21 millions d'unités, il s'arrêtera. On doit être à 17-18 millions aujourd'hui, donc cette fabrication de monnaie virtuelle, bientôt elle va prendre fin. Et forcément, quand on voit arriver la rareté, la valeur monte. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en dit notre prix Nobel Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014, dans une interview au Financial Times. Lui n'est pas très enthousiaste sur le Bitcoin. D'abord, il regrette que ce soit utilisé souvent pour l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent. J'espère, Benjamin Grange, que ce n'est pas ces activités que vous... ne les cautionnons pas. Voilà, que vous exercez avec les Bitcoins, mais vous allez nous l'expliquer. Ouais. Et en disant, attention, les gouvernements devraient protéger leurs citoyens contre des développements risqués, socialement nuisibles. Hervé Nathan, j'imagine que vous partagez cet alarmisme. Non, je ne partage pas l'alarmisme. Je voudrais juste revenir un petit peu à la genèse du Bitcoin. Le Bitcoin l'est juste au lendemain de la grande crise financière 2007-2008. Ce sont, dit-on, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères, mais il y a un projet politique, dit-on, au départ du Bitcoin, c'est de se passer des États, de se passer des banques. Et c'est vraiment, d'une certaine manière, c'est une monnaie. Moi, je conteste le mot de monnaie. C'est un moyen de paiement anarchiste, au sens pas de pouvoir. Donc, les banques ne doivent plus avoir de pouvoir parce que la crise financière fait que plus personne ne peut croire dans ces banques. Et d'une certaine manière, les libertariens, en plus que les libertaires d'ailleurs, disent regardez, personne ne peut faire confiance à ça. Et évidemment, on ne peut jamais faire confiance à l'État. Ça, c'est le projet politique. Et d'une certaine manière, la spéculation qui est en train de s'emparer du Bitcoin est en train de montrer que ce projet politique est peut-être en train d'arriver parce qu'il y a 323 milliards de dollars d'équivalent Bitcoin, de stock de Bitcoin. C'est l'équivalent actuel de ce qu'il y a en stock. S'il y a un gros crack dessus, il peut y avoir des dégâts qui peuvent entraîner effectivement quelque chose. On ne sait pas. Ça ne paraît pas systémique, a priori. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des volumes qui sont... pas non plus par rapport à la masse du système financier, a priori, on n'est pas sur des volumes. Ça peut encore monter beaucoup. Hugo Gagnon nous dit, le Bitcoin, c'est un peu comme une pyramide de Ponzi. Les premiers qui rentrent vont faire des gros profits et les derniers acheteurs perdront beaucoup d'argent. C'est possible aussi que, effectivement, les initiateurs, parce que personne ne connaît, les initiateurs aient stocké suffisamment de Bitcoin pour, au moment où ce sera tout en haut, tout retirer et avant que ça s'effondre, tout transformer en dollars ou en bons vieux euros, notre bonne vieille monnaie, qui elle est garantie par une bonne centrale, c'est la différence. Voilà, ce qui est fascinant dans cette histoire-là pour moi, c'est que il y a des gens très sérieux et des institutions qui se prêtent à ce jeu-là. C'est ça qui est le plus fascinant, c'est que normalement, et c'était le calcul des banques centrales à l'époque, que ce soit la Fed ou la BCE, c'est-à-dire on va les ignorer, et on va faire en sorte que ça reste enfoui comme ça reste totalement marginal, et en fait ils n'ont pas réussi. Il y a quand même des entreprises, des sociétés qui viennent là-dessus et qui s'endettent en Bitcoin en prenant des risques qui peuvent être considérables. Et de ce point de vue-là, c'est un échec. Le grand public aussi. Voilà. Quoi. Et le grand public, voilà. Maintenant, si vous voulez partir au Venezuela, par exemple, en ce moment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de se servir du Bitcoin juste comme moyen de transmission de la monnaie, parce qu'en ce moment, ça coûte extrêmement cher de faire un transfert d'argent en dollars ou en euros au Venezuela, pour les raisons institutionnelles qu'on connaît. En revanche, en Bitcoin, et c'est un des avantages du moyen de paiement, c'est extrêmement peu cher. Vous avez une commission toute petite lorsque vous transformez 100 euros en 100 pesos, je crois, au Venezuela. Alors que si vous le faites en passant par le dollar, ça va vous coûter une fortune. Benjamin Grange, vous nous disiez que vous aviez des clients qui utilisaient le Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils en font ? On n'a pas des clients qui l'utilisent. En fait, derrière le Bitcoin, dont le cours est assez élevé, et ça correspond finalement à la rareté ou au nombre de Bitcoins qui restent à acheter, on a évidemment quelque chose qui est très spéculatif, peu réglementé et qui est évidemment à haut risque. Par contre, voilà, peu réglementé. Pas réglementé. Pas réglementé et en tout cas à très haut risque. Ce qui est intéressant, c'est finalement que le Bitcoin est illustratif finalement d'une technologie qui, elle, est intéressante. Et je rejoins Hervé quand il disait qu'il y avait une logique un peu sociétale derrière, d'avoir quelque chose de beaucoup plus horizontal, où finalement entre l'émetteur et le récepteur, celui qui fait la transaction, moi je vais payer par exemple chez un commerçant, quand je paye avec ma carte bancaire, il y a un tiers qui assure les choses. Eh bien, finalement, toutes ces technologies liées à la blockchain, et d'ailleurs la Bitcoin en est l'illustration, eh bien, visent à se passer de ce tiers de confiance. Et donc derrière, implicitement, derrière cette monnaie-là, il y a la volonté que demain, quand on achètera un appartement, pour une partie de la transaction peut se passer du notaire.
que demain, plutôt que d'utiliser une plateforme pour commander un chauffeur, comment dire, un VTC, eh bien, on peut utiliser une technologie. Et par là même, il y a une forme de court-circuitage d'un certain nombre de choses qui existent, et notamment de ces grandes plateformes digitales. Et c'est ça qui est un peu l'ironie du sort. Locke et Adam Smith. Oui, comme toujours, quand il y a un marché, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui veulent lever de l'argent. Ça peut se faire aussi en Bitcoin, et donc on a ce type de demande. Faut être honnête, en France, il y en a eu 4 ou 5 jusqu'à présent. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même plutôt quelque chose de rare. En tout cas, nos internautes sont assez critiques. Il y a Ronan qui nous dit le Bitcoin est un objet de spéculation, il s'effondrera un jour ou l'autre, tandis que Flo Dupont nous dit il va former une belle bulle qui éclatera un jour, comme la bulle Internet des années 2000. Alors, on est en train de la voir en direct, cette bulle. On peut. Je dis, on est en train de la voir en direct, cette bulle se former. Enfin, je veux dire, oui, quand on regarde la courbe, vous citiez les chiffres en début d'émission, c'est assez fascinant. C'est vraiment intéressant, c'est ce que ça va véhiculer derrière. C'est-à-dire que oui, il y a un côté spéculatif, mais derrière, tous les organismes financiers, toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance s'intéressent aux technologies qu'il y a derrière. Oui. Parce que là, il y a quelque chose qui est probablement, qui risque de changer la manière dont on fait finalement une partie du commerce. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle la blockchain, et on vous en parlera le jour où j'aurai compris. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je ne me hasarderai pas sur ce terrain. Laurent Bouvet, si on fait de la politique 2 minutes, en fait, c'est peut-être un des derniers instruments de souveraineté des États qui est en train de leur échapper, parce que même la monnaie, alors nous on a mutualisé notre monnaie avec la zone euro, mais il y a des grandes entreprises, les fameux GAFA, qui sont aussi puissants que des États, et maintenant le système privé, numérique, virtuel, est même en train d'inventer sa monnaie. Moi, là je suis totalement ignorant, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, j'apprends plein de choses, mais ce à quoi ça me fait penser, c'est la grande question qui se pose aussi pour la démocratie, quand on parle de post-démocratie. On est en train de rentrer dans un monde où la démocratie, le capitalisme, l'économie de marché, avec la régulation étatique et les débats sur plus ou moins de régulation qu'on a connus pendant, en gros, 2 siècles, on est en train de sortir de ce monde. On ne sait absolument pas dans quoi on rentre. C'est aussi ce que moi j'appelle l'âge des identités, l'âge identitaire. Donc on est en train de rentrer dans quelque chose d'assez nouveau, avec tout un tas, c'était très intéressant d'entendre, il y a des idées effectivement de subversion, de renouvellement des institutions, etc., qui sont assez intéressantes, mais aussi avec des risques considérables. Donc si on fait le compte là de tous les sujets qu'on a abordés, le rapport du Pew Research, la question des populismes, du rapport au populisme, ces questions où on veut se passer de l'État, la souveraineté qui commence qui s'effondre par pans entiers, comme une falaise attaquée par la mer, etc., on est quand même dans un monde qui est en train de bouger à vitesse grand V, si on y ajoute la maîtrise quand même du big data, des données par ces grands acteurs sans régulation. C'est à la fois passionnant et un chouïa inquiétant, on va dire. Alors, je vous propose de nous raccrocher à quelque chose de bien tangible. Oui. Chers amis, vous ne le savez pas parce que l'information est tombée depuis le début de l'émission. La France, pour la Coupe du monde de football, sera dans la même poule que le Danemark, l'Australie et le Pérou. Je vous avoue sans fausse honte de ne rien connaître à ce sujet. Est-ce que ça inspire l'un ou l'une d'entre vous? Ça a l'air bien. Eh ben, c'est assez spectaculaire. Eh bien, écoutez, vous savez, dans ces cas-là, on va revenir à notre sujet précédent. J'avais un peu coupé le sifflet à notre ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui avait, je trouve, une réflexion intéressante. Et là, on revient au sujet d'avant, parce que si vous ne voulez pas parler de foot, ici, les invités sont libres, sur, en fait, la financiarisation de l'économie. Laurent Bouvet en parlait à l'instant, qu'il regrette en tenant des propos presque philosophiques. Écoutez notre ministre. Le rôle d'une entreprise, ça n'était pas, comme c'est dans le Code civil aujourd'hui, le profit, ou en tout cas l'objet n'était pas le profit. C'était bien de participer à l'épanouissement humain, c'était bien au service de l'homme. Il faut revenir aux fondamentaux parce que si on veut un siècle pacifié, effectivement l'économie est un moyen au service de l'homme et ce n'est pas l'homme qui est un moyen au service de l'économie qui elle-même est indexée au service de la finance. Hervé Nathan, c'est un doux rêveur, notre ministre.
Non, pas tout à fait, puisqu'il y a un débat extrêmement sérieux au sein du gouvernement qui concerne le contenu de la prochaine loi Le Maire. Ce sera Bruno Le Maire qui l'apportera, la prochaine loi sur l'économie, qui doit éventuellement redéfinir quel est le rôle de l'entreprise. Actuellement, le rôle de l'entreprise défini par le Code civil, article 1668, je crois, dit qu'en fait, c'est fait pour... les associés sont là pour faire du profit, quoi, grosso modo. Et voilà, on a toujours été habitué à ça. Et l'idée, c'est de dire, ben non, c'est aussi là pour faire le bonheur, éventuellement. Enfin, là, c'est moi qui rêve, des salariés, des sous-traitants, de la société tout entière, etc. Et donc ce débat n'est pas tranché parce que pour le moment, on sait que le président de la République avait essayé de faire entrer ce débat dans la loi Macron 1 en 2014-2015. Il n'avait pas réussi. Juridiquement, c'est très compliqué et c'est pas sûr que les équilibres internes du gouvernement ils satisfassent. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. J'espère que vous avez fait le bonheur des internautes, mais je n'en doute pas. Au cours de cette émission, ce week-end, vous savez qu'il y a des élections importantes dans la collectivité unique qui est devenue la Corse. Ça sera décrypté dès lundi matin sur Figaro Live dans une émission spéciale des décrypteurs consacrée à ce sujet. Et d'ici là, très bon week-end. Merci à tous.